Merci beaucoup pour l'invitation, dans tous les cas. Donc, on va parler de flux de matière et d'énergie. Je me permets de faire le lien. Il y avait une question sur le carbone, notamment sur le béton. En fait, le béton, c'est environ 200 kg de CO2 par mètre cube. Et justement, le transport, c'est uniquement 10% de ces éléments-là. Donc, en fait, suivant les matériaux, on se rend compte que la question du transport n'est pas si importante que ça. À partir du moment où c'est des produits qui sont manufacturés. Si vous êtes sur plus vous arrivez sur des produits en fait, qui sont biosourcés, donc qui sont des produits naturels, et plus cette part-là en fait, va être importante. À partir du moment où il y a transformation, c'est là où il y a utilisation d'énergie, donc c'est là où il y aura utilisation de carbone. Donc très simplement, moi je m'appelle Noé Bache, je suis cofondateur de Mobius, qui est une boîte qui tente de faire du réemploi de matériaux de construction et depuis un peu plus longtemps, je dirige également Lab Ingénierie, qui est un bureau d'études en ingénierie environnementale où on conseille architectes, ingénieurs à comment concevoir des bâtiments qui soient économes en énergie, confortables et sains. Alors, vous êtes ingénieur de formation ? Ouais, moi je suis ingénieur de formation en génie climatique et énergétique à l'INSA Strasbourg, un peu plus à l'est, et un peu architecte. Voilà. Ça veut dire quoi, un peu ? J'ai une licence en architecture. Juste envie de revenir sur un phénomène qu'on a tous vu cet été et qu'on ressent encore aujourd'hui même. Enfin, on est mi-octobre, il fait 27 degrés. Donc on sent bien qu'il y a une évolution du climat qui est assez radicale et qui est de plus en plus importante. Cette évolution du climat-là, hormis encore climato-sceptiques américains milliardaires, il y a quand même un sujet qui est très clair. C'est que la température évolue corrélativement à la concentration de CO2 qu'il peut y avoir dans l'air. Ça s'est vu depuis pas mal d'années. Ici, vous avez justement l'impact en Antarctique, qui est très facile, qui est plus évident à connaître puisqu'on fait des carottages en fait dans la glace pour mesurer ça. Et vous voyez que ces 150 dernières années, l'évolution du CO2 est quand même radicalement importante et donc de la température. Je me permets juste de rappeler en fait très simplement la part des émissions de carbone dans le monde, donc par habitant. Nous, en tant que bons Français, on est environ à 7 tonnes de CO2 par personne par an, là où les États-Unis seront plutôt à 17, là où l'Arabie Saoudite, enfin le Qatar plutôt, sera à 44, et là où vous voyez sur la moitié de l'Afrique, on est quasiment proche de zéro. Ce qui est intéressant de voir, c'est lorsqu'on mélange en fait ces cartes, lorsqu'on les compare. Ça, c'est la carte en fait de la population sous le seuil de pauvreté. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à peu de choses près, en fait, on est sur des cartes qui se répondent de manière inverse. Et si on regarde tout simplement le PIB par habitant dans le monde, là également, on est sur cette logique-là. Donc en fait, il y a un phénomène qui est très clair, c'est que plus vous consommez, en gros, plus vous êtes riche, plus vous allez émettre de CO2. Et ces émissions de CO2-là, elles sont liées de manière quasi linéaire avec la consommation énergétique. Là, vous avez donc en jaune l'évolution du PIB en Chine et vous avez en histogramme l'évolution de sa consommation énergétique. Et vous voyez que plus on consomme d'énergie, plus notre PIB, notre économie va augmenter. Donc là, on voit la relation directe en fait, entre économie et énergie. Cette énergie, elle vient d'où ? Il y a un phénomène qui est extrêmement sympathique, c'est la révolution industrielle. Donc il y a un siècle et demi, on a inventé des machines thermiques qui nous ont permis justement de nous faciliter la vie, mais également de faciliter la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, on a une consommation énergétique qui est à 90% basée sur des énergies fossiles, qui sont le charbon, le pétrole et le gaz. On a toujours un peu de biomasse. Le nucléaire qui peut être considéré comme faiblement carboné, mais on a une part de renouvelables qui est aujourd'hui encore extrêmement faible, et c'est quasi 5% de renouvelables où, suite à COP 21, 22, 23, Europe, monde, tout le monde aimerait bien que cette part de renouvelables-là soit à 80% d'ici 2050. Donc il y a un peu de chemin à faire encore pour arriver jusque-là. Le carbone, au final, c'est quoi en France ? Donc là, vous avez la répartition de ces fameuses 7 tonnes de carbone par personne et par an en France. Donc les dernières données, c'est de 2013. Donc en fait, on voit que globalement, c'est l'énergie qui fait le carbone, à hauteur de 70%.
Donc cette énergie-là, donc c'est l'industrie de l'énergie, donc pour la produire, c'est les transports, donc votre voiture, votre moto et ainsi de suite. L'industrie manufacturière et de la construction, donc comment transformer en fait de la matière en un produit manufacturé. Le résidentiel et le tertiaire, donc ça c'est l'énergie de chauffage, climatisation, ventilation, votre ordinateur. Et les autres grosses parts, c'est l'agriculture. Vous avez un peu de procédés industriels, les déchets, mais le gros, c'est vraiment l'utilisation directe de l'énergie. Si on regarde ça par secteur d'activité, et qu'aujourd'hui la thématique c'est l'habitat, on se rend compte que finalement le logement, c'est globalement un bon 40%, enfin un bon tiers de la production en fait, de carbone. Donc c'est pas négligeable, ce que ça veut dire, c'est que notre manière de vivre a un impact direct sur notre climat. La question de l'énergie, et là on va arriver justement sur la question de la matière et des déchets, c'est qu'il y a une autre problématique, c'est que en fait il y a des matériaux rares qui s'épuisent. Ici, il y a une chose intéressante, c'est le diamant, où voilà, l'année estimée d'épuisement c'était 2017, on est en 2018, il existe encore des diamants, certes. Sauf que depuis l'an dernier, fabriquer des diamants de manière synthétique coûte moins cher que d'aller extraire des vrais diamants, ce qui veut dire qu'en fait, il y en a de moins en moins, donc ça coûte de plus en plus cher d'aller extraire justement ces ressources minières fossiles-là, que ça coûte moins cher aujourd'hui de les produire de manière synthétique. Et c'est ce qui se risque de passer en fait pour pas mal d'autres types de matériaux, notamment les matériaux que vous avez dans votre iPhone, dans votre Samsung, dans votre ordinateur, qui sont l'or, l'argent, où on risque en fait d'avoir assez rapidement et au rythme de consommation justement de nos smartphones des problèmes d'approvisionnement en matière. Donc d'où la question justement des déchets et notamment en France. Globalement en France, là on parle en tonnage et pas en volume. Il y a une bonne partie des déchets qui est liée à l'agriculture et à la sylviculture, donc des déchets verts globalement. On a donc on a un 15-20% qui est lié aux activités économiques, aux entreprises, et un gros 45% qui est lié à l'activité du secteur du bâtiment, du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Si on regarde la répartition, encore une fois, en tonnage, le gros, c'est les travaux publics. Les travaux publics, on vient de le dire, globalement, c'est la route, c'est toute l'ingénierie, on va dire, horizontale, la route, les autoroutes, les fondations, le train, et là-dedans, on retrouve la terre. C'est la terre qui, on est à 800 kg du mètre cube environ, donc ça pèse énormément, et c'est le gros des déchets en fait du bâtiment, du BTP. Et donc le bâtiment ne va représenter que 15% en fait de ces éléments-là en tonnage, encore une fois. Si on avait fait la même chose en énergie, ce serait complètement différent, puisque extraire de la terre, qui est le gros de cette chose-là, ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Par contre, fabriquer du vitrage, fabriquer du béton, qui est justement le bâtiment, là, on parle d'autre chose. Donc ça, c'est la composition, donc c'est ce qu'on voit. Les déchets inertes qui sont globalement la terre. Et on a encore, après, globalement, le reste, c'est ce qu'on appelle les déchets industriels banals. Ça reste du métal, du bois, ce type de déchets-là. Après, on aura effectivement les déchets industriels spéciaux et les déchets d'emballage, dont je vais revenir là-dessus un peu plus tard. L'autre question avec le bâtiment, donc c'est ce que je voulais introduire sur la slide d'avant, c'est l'énergie. Sur la durée de vie d'un bâtiment actuel. Aujourd'hui, on construit pour 50 ans, globalement, que ce soit un collège, un bureau, c'est 50 ans de durée de vie. On estime qu'au bout de 50 ans, on va détruire le bâtiment pour en recréer un nouveau. Sur ces 50 ans-là, la moitié de l'énergie qui sera consommée sur sa durée de vie, c'est l'énergie d'utilisation, donc le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage artificiel, l'informatique et ainsi de suite. Et les autres 50% sur sa durée de vie vont être les matériaux. Et c'est là où on se dit qu'on rentre en fait dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle ère où il y a effectivement la réduction des consommations énergétiques d'usage, mais il y a également la réduction des consommations énergétiques de matière. Donc il y a la question du recyclage et de manière, on va dire, un peu plus fine, du réemploi direct de ces matériaux-là. Petite définition, le réemploi, c'est vous prenez une porte, vous l'emmenez sur un autre site et ça redevient une porte.
La réutilisation, c'est vous prenez une porte, vous la mettez à l'horizontale avec 2 tréteaux, ça devient une table, c'est de la réutilisation. Et le recyclage, vous prenez une porte en bois, vous la déchiquetez pour en refaire un autre mobilier en bois compacté ou vous le brûlez pour en faire de l'énergie. Ça, c'est du recyclage. C'est de la valorisation matière ou énergétique, et c'est ce qu'on verra. Juste une dernière chose là-dessus. On voit que globalement, depuis les années 70 et le premier choc pétrolier, les consommations énergétiques liées au bâtiment diminuent depuis environ 50 ans. Ce qui est plus intéressant à voir, c'est de voir en fait la part d'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est contenue dans la matière par rapport à l'énergie d'usage. En fait, il y a un siècle et demi, construire, donc la matière ne consommait pas beaucoup d'énergie en soi. Pourquoi ? Parce qu'on allait chercher justement des matériaux qui étaient globalement inertes. On parlait de pierre, on parlait de bois et qui venaient dans un rayon de 30 km. Aujourd'hui, on a des produits qui sont manufacturés, je reviens sur le verre, sur le béton, un béton qui est ferraillé, qui demande beaucoup d'énergie. Par contre, ces bâtiments-là consommaient beaucoup d'énergie en usage. Pourquoi ? Parce que beaucoup moins bien isolés thermiquement. Donc aujourd'hui, on a une consommation énergétique qui diminue et on a un rééquilibrage en fait de cet effet-là. Comment est-ce qu'on fait justement, donc je vous parlais de réemploi, de recyclage, comment ça se passe dans le bâtiment? Ça c'est une opération qu'on a faite il y a 1 an et demi. C'est un bâtiment de bureau qui est à Montparnasse. Nous on était appelés justement pour cette réhabilitation, pour les questions thermiques. Sauf que on a vite assisté en fait à sa réhabilitation. Donc voilà l'intérieur de ces bureaux-là. 15 ans après leur construction. Donc oui, ils ne sont pas de dernière jeunesse, mais on se dit qu'il y a encore des choses à faire. Et en fait, vous revenez une semaine après, et ça ressemble à ça. C'est là où on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au mieux, on va classer certains matériaux pour les jeter, donc suivant leur catégorie. Donc c'est ce qui me permet justement d'introduire la notion de déchets. Comment, en fait, dans un chantier, on arrive de ça à une benne. Globalement, sur un chantier, que ce soit de construction, de démolition ou de réhabilitation, vous allez avoir 4 types de matériaux, globalement 4 types de bennes suivant les chantiers. Vous allez avoir les déchets ménagers, ça, globalement, ça va être sur votre base vie, forcément, il y a des gens qui mangent, donc il y a des déchets ménagers. Ça va être très très faible sur la globalité de votre chantier. Vous allez avoir les déchets inertes, donc vous allez avoir du béton concassé, vous allez avoir du verre qui en général est trié, tout dépend encore une fois du chantier, vous allez avoir la terre qui va être triée et qui va aller ailleurs, vous allez avoir les déchets non dangereux. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir avant, donc vous allez pouvoir avoir une benne où on va mélanger du bois, du papier carton, des déchets verts et vous allez avoir les déchets dangereux, par exemple les batteries, la peinture qui sont isolés et qui sont traités donc un à un. Ce qu'il faut savoir c'est que il y a également, donc soit on fait du tri in situ, c'est-à-dire sur chantier, ce qui globalement prend plus de temps mais va coûter moins cher à l'entreprise de démolition parce que plus vous triez, plus vous allez avoir, en fait vous allez pouvoir vendre, et je dis bien vendre, des bennes qui ne contiennent que du bois, que du verre, que de la pierre, que de l'isolant et ça vous coûtera in fine moins cher mais vous allez prendre plus de temps. Il y a une autre manière de faire, c'est vous mettez tout dans une seule et même benne et ça existe encore et derrière vous avez un centre de traitement qui va faire ça bien comme il faut. Et c'est là où ça devient délicat, puisque c'est un milieu qui est quand même globalement opaque, et je vais revenir là-dessus. Donc, ces déchets, qu'est-ce que vous en faites ? Vous les valorisez en tant que matière, c'est-à-dire que un granulat, donc vous avez un bâtiment qui est en béton, vous le démolissez, vous le concassez, vous avez donc du granulat, ce granulat-là, vous pouvez en refaire du remblai, vous pouvez en refaire de la route, vous pouvez en refaire également du béton structurel, c'est un peu plus compliqué, mais ça commence en fait à se faire. Vous allez pouvoir valoriser ça de manière énergétique. Donc, je prends du mobilier ou je prends du bois quelconque, je le concasse, je le déchique plutôt. Il y a des entreprises qui vont faire brûler ce bois-là, vont le transformer en énergie et vont vendre en fait cette énergie-là. Et la dernière des solutions, et on va dire la moins vertueuse, c'est l'enfouissement. On a justement pu en parler avant, c'est qu'il y a énormément en fait, de zones, que ce soit en Île-de-France ou en France, qui n'ont pour seul but que d'enfuir en fait, des déchets. On en voit rarement, c'est assez peu visité,
Et c'est relativement opaque. Aujourd'hui, on a des objectifs en fait de valorisation matière et énergétique sur à peu près n'importe quel type de chantier, donc à 70%. C'est-à-dire qu'on va valoriser l'ensemble des matériaux à 70% en énergie ou en matière, il n'y a que 30% qui vont pouvoir ou devoir être enfuis. Globalement, ces éléments-là, on peut les suivre. On a des bordereaux de déchets où pour chaque benne, quelqu'un va signer et vous allez avoir l'entreprise de traitement des déchets qui va vous dire voilà, j'en ai fait ça, ça, ça et ça. Sauf qu'aujourd'hui, aller chez des Veolia, des Paprec et connaître la vérité sur ces éléments-là, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, on n'en sait rien. Globalement, c'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, on n'a pas de suivi suffisant pour savoir si ces gens-là nous racontent la vérité ou non. Mais vous aurez toujours votre bordereau avec écrit 70% de valorisation de matière. Ça marche toujours relativement bien. On va parler du réemploi. En fait, le réemploi, ça c'est le forum de Rome. Si vous avez eu la chance d'y aller, aujourd'hui c'est à peu près cette tête-là. Ça ressemble à ça, pas tant à cause des intempéries, mais parce qu'on a pris justement ces matériaux-là pour en faire des églises, de la construction, des habitats. C'est du réemploi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la construction neuve, enfin plutôt les produits manufacturés, c'est relativement récent dans l'histoire de la construction. Ça fait environ un siècle et demi. Sinon, avant, on ne faisait que de l'extraction de matière ou du réemploi d'autres bâtiments pour faire d'autres bâtiments. Et la question du réemploi aujourd'hui, c'est de revenir un peu à ça. Alors, on a des bâtiments où leur utilisation, leur architecture, leur spatialité ne permet plus d'avoir une utilisation contemporaine. En fait, on change d'usage. On va récupérer ces matériaux-là pour construire des bâtiments qui vont répondre de manière plus sensible aux usages qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, des exemples de réemploi, il y en a. Il y a ce musée en Chine. Vous avez sûrement dû voir en photo. C'était un quartier de logement avant. Donc des logements qui étaient faits en pierre et en tuile. Et en fait, au moment de démolir ces logements-là, ils ont gardé justement cette pierre-là et cette tuile-là pour les appliquer en façade. C'est une surfaçade, c'est pas une façade structurelle dans ce cas de figure-là, mais en tout cas, il y a une grosse partie du projet qui a réutilisé en fait les matériaux directement sur place. Sur le pavillon de l'hôtel de ville, c'était il y a 2 ans, vous avez pu voir justement le pavillon du réemploi, qui est un bâtiment, qui est un pavillon qui a été fait par les architectes encore heureux, avec 80% de matériaux issus du réemploi. Donc là, vous pouvez voir en façade, ça c'est des portes de logement. À l'intérieur, il y a une charpente qui a été récupérée, je ne sais où, mais qui est une charpente de réemploi. Vous avez des luminaires de réemploi, du mobilier de réemploi. Donc ça, c'est des échelles en fait où c'est possible, c'est facilement possible. Il y a une chose qui est purement assurantielle. Pourquoi là c'est simple? Parce que c'est un bâtiment temporaire. Si c'était un bâtiment justement qui était en dur, fait pour 50 ans, là vous rentrez dans un régime assurantiel qui est beaucoup plus complexe et dont je vais vous parler. Si vous récupérez un luminaire sur le marché Opus de votre choix, que vous avez trouvé le dimanche, que le lundi vous le installez, que ce luminaire-là va court-circuiter, va provoquer un feu chez vous, vous êtes assuré. Pourquoi? Parce que vous avez une assurance multirisque habitation. Lorsqu'on dépasse un certain nombre de mètres carrés, là, on a des assurances particulières qui vont s'appliquer à ça et dont je vais vous parler. Le réemploi aujourd'hui, c'est quoi? C'est on va déconstruire d'un côté. Donc finalement, on peut très bien imaginer que tout ce campus, c'est rien d'autre qu'une matériothèque en fait à ciel ouvert. C'est que vous avez des vitrages, vous avez des luminaires, vous avez du mobilier dont on pourrait potentiellement se resservir pour d'autres bâtiments. La question, c'est comment? En fait, il y a déjà une partie du réemploi qui peut être réemployée in situ. C'est-à-dire que si demain on décide de rénover ce bâtiment-là, il n'est pas forcément question de jeter le mobilier, mais de pouvoir le stocker pour pouvoir le réemployer 1 an plus tard lorsque les travaux seront terminés. Ça peut être le cas de plein de matériaux, comme ça peut être le cas dans l'habitat. Il y a des matériaux, on va pouvoir faire de la donation. Pourquoi de la donation? Parce qu'il y a une question qui est clairement économique. C'est que si vous voulez réemployer ce luminaire-là ou ce faux plafond, ça vous coûtera plus cher de payer quelqu'un en fait, de le démonter proprement, de le palettiser, d'en récupérer 40, de faire un lot, de les filmer, de les entreposer, de les réassurer pour les remettre sur une autre opération. Ça coûtera plus cher que du neuf, malheureusement, aujourd'hui. Et ça, c'est le cas sur énormément de matériaux dans le bâtiment.
Par contre, donc plutôt en exemple, là on est sur les grands voisins, donc l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où on était en charge de la déconstruction de 2 bâtiments donc à l'entrée du site. On a pu récupérer en fait des ouvrants, des unités de climatisation, des radiateurs, et ça en faisant un diagnostic justement sur site en disant voilà, dans ce bâtiment-là, il y a tel matériau, tel matériau, tel matériau. On a envoyé ça à énormément d'associations en fait, qu'on connaît. Ces associations-là nous disent « Ok, on vient les récupérer », c'est toute la manœuvre. C'est que plutôt que de payer quelqu'un pour pouvoir démonter la chose, c'est des associations qui viennent récupérer gratuitement ces éléments-là et qui vont après valoriser cette matière-là. Sans quoi, ça part à la benne. Et donc en fait, il y a une économie d'un côté pour la maîtrise d'ouvrage puisqu'elle ne paye personne pour démolir ces éléments-là, et de l'autre côté, des gens qui récupèrent de la matière en échange de leur temps. Et enfin, il y a des matériaux qui ont encore de la valeur et qui peuvent être revendus. C'est le cas par exemple des groupes électrogènes. N'importe quel bâtiment de bureau des années 70-80 dans Paris a un groupe électrogène au premier ou au deuxième sous-sol. Ça sert à quoi? C'est le jour où vous avez une coupure de courant, vous remettez en place, vous allumez, c'est rien d'autre qu'un énorme moteur de tracteur avec un alternateur. Vous avez une cuve de 8000 litres de fuel à côté et vous le faites tourner et ça vous permet d'alimenter le bâtiment en électricité pendant 10-12 heures, le temps que le courant revienne. Sauf que ça, en général, sur 30 ans, il a tourné 30 heures, donc c'est neuf. C'est globalement neuf, et ça, il y a des gens qui payent pour venir récupérer ces éléments-là. Ça peut être le cas des équipements électriques également, mais globalement, c'est extrêmement confidentiel dans le milieu du bâtiment. Pourquoi? Parce que les filières, en fait, n'existent pas. Et aujourd'hui, en fait, nous, c'est ce qu'on tente de faire. Donc ça, c'est un bâtiment de bureau qui est en train d'être construit à Aubervilliers. Et donc, on avait une demande du client qui est de dire on veut que l'ensemble des dalles de faux plancher techniques de ce bâtiment-là soient de réemploi. Les dalles de faux plancher, c'est quoi? C'est tout simplement, vous êtes dans votre bureau, et en fait, tous les câbles électriques passent dans un vide d'air d'une quinzaine de centimètres pour faciliter justement le câblage électrique, réseau et ainsi de suite. Et justement, à l'arrière de votre ordinateur, vous allez faire un trou justement dans ce plancher-là, donc ce faux plancher technique, et puis vous allez alimenter tous vos appareillages électriques. Le faux plancher, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une dalle de 60 cm par 60 cm qui fait 30 mm d'épaisseur. C'est du bois aggloméré qui est tôlé en fait. Vous avez une tôle en aluminium sur les 5 faces, donc sauf sur le dessus. Et après dessus, vous posez, vous collez la moquette, vous mettez votre mobilier, votre ordinateur et ainsi de suite. Sauf que à Paris, c'est pratique. Il y a à peu près 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont rénovés tous les 10 ans environ. Pourquoi? Parce que y a ce turnover d'entreprise qui est fait, et donc tous les 10 ans, on réhabilite le bureau. Et en fait, tout part à la benne. Aujourd'hui, c'est la logique. C'est que on va commencer par démonter le faux plafond, puis les luminaires. On va virer le mobilier, on va enlever les dalles, on va virer les plots qui sont métalliques, on va tout curer. Et une fois qu'on aura les 2 dalles, donc béton à nu, on est content et on recommence le projet. Et c'est là où on se pose quand même quelques questions sur le caractère écologique et environnemental de cette opération-là, d'un point de vue matière et d'un point de vue énergétique. Du coup, ce qu'il s'agit de faire, c'est chercher ces matériaux-là. Et donc ça, c'est une grosse partie du boulot. C'est que voilà, nous, on a une commande de 20 000 m², où est-ce qu'on les trouve? On va venir les chercher sur le siège d'Orange à Issy-les-Moulineaux, sur le siège de telle entreprise un peu plus loin. On est allé jusqu'à Marseille pour récupérer des dalles également. Donc une fois qu'on a tout ça, il faut les déposer, les conditionner en fait proprement. Il faut les préparer, c'est-à-dire les nettoyer. Il faut surtout après les assurer. Et ça, globalement, c'est le cas pour n'importe quel type de matériau si on se décide de le faire à un usage industriel demain. Qu'est-ce qu'on va nous demander sur site? Là, c'est purement bâtimentaire, que ce soit dans le logement, que ce soit dans le bureau, que ce soit pour un groupe scolaire. Il y a toujours quelqu'un qui s'appelle le bureau de contrôle, qui est là pour vérifier que ce qu'on est en train de concevoir correspond bien aux normes. Donc, si vous voulez réemployer un matériau quelconque, il faut prouver que ce matériau-là d'occasion corresponde aux normes en vigueur. Vous devrez également avoir une assurance, puisque votre client qui va construire, je prends l'exemple du bâtiment de bureau, va avoir une assurance qui s'appelle une dommage ouvrage. C'est une assurance d'assurance, c'est-à-dire que s'il y a un sinistre, globalement, cette assurance-là va débloquer directement les fonds.
Imaginons qu'avant de savoir qui est responsable. Donc, imaginons que vous avez un dégât des eaux dans cette salle, l'assurance de l'université va venir et va dire « Ok, ce dégât des eaux, j'estime qu'il y en a pour 10 000 €. Je ne sais pas qui est responsable de ça là tout de suite, mais je vous donne les 10 000 € pour pouvoir réparer le sinistre. » Après, on va aller voir justement le plombier qui a mal fait son boulot, ça a son assurance, donc son assurance décennale, c'est-à-dire une assurance sur 10 ans, c'est son assurance qui va rembourser la première assurance de cet argent-là. S'il se trouve que ce n'est pas le plombier qui a mal fait son boulot, mais que c'est le robinet qui est défaillant, et ça peut être le cas d'un robinet de réemploi, eh ben, c'est l'assurance responsabilité civile produit qui va être incriminée. Donc en gros, si vous voulez faire du réemploi, il faut que le matériau soit aux normes et que vous ayez justement une responsabilité civile produit. Ce qui est assez complexe aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est-à-dire que votre assurance va vous demander de prendre tous les éléments de la norme et de les tester, soit en laboratoire, soit sur site. Ce qui peut prendre un peu de temps et un peu d'argent, et ce qui pose la question, encore une fois, de l'économie du réemploi. Ça ressemble à ça en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a un atelier où on récupère toutes les dalles, on a 3 ponceuses industrielles où on va nettoyer ces éléments-là sur les champs et sur le dessus. On repalétise, on refilme, on réassure, et puis on renvoie en fait les choses sur des bâtiments neufs. Je voulais également parler, donc ça c'est la question de la matière en construction, en usage et notamment dans l'habitat. Ça c'est la répartition, on va dire, classique d'un ménage moyen en France en termes de déchets. Le bon tiers des déchets, c'est les déchets putrescibles, donc en gros les déchets de cuisine. Il y a un bon 20% qui est sur le carton et sur le papier. Après, vous aurez un bon 25% sur les métaux, le plastique, le verre. Et après, c'est de l'utilisation de textiles, du papier toilette et votre sopalin. Et après, un mélange d'un peu tout. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a des réponses à pouvoir donner. Les déchets putrescibles, c'est du compostage. Vous en faites du compost pour votre jardin. Le carton et le papier, d'une part, vous le limitez. Ça peut se composter également. Le plastique, le verre, vous trouvez d'autres manières de consommer. Et le textile, c'est un peu plus compliqué. Je vais quand même donner un signe positif à tout ce qui peut nous arriver globalement. Et en fait, on a fait un bilan carbone de notre activité de dalle de faux plancher. Juste pour se dire, est-ce que finalement c'est significatif ou est-ce que c'est juste un passe-temps qui nous amuse sous couvert d'environnement et de développement durable. Donc en fait, 1 mètre carré de dalle de faux plancher neuf, c'est 36 kg de CO2. En gros. Nous, par an, on est capable en fait d'en traiter 80 000. Donc ce qui fait en gros 3000 tonnes de CO2. Si vous réemployez ces 80 000 m² de dalle-là, vous évitez 3000 tonnes de CO2 par rapport au fait que vous les auriez achetés en neuf. Globalement, on est 6 personnes à effectuer cette activité, ce qui fait qu'on économise 500 tonnes de CO2 par personne via notre activité. Je vous rappelle qu'un Français, c'est 7 tonnes de CO2 par an, donc on en arrive vite à quelqu'un qui bosse chez nous compense pour 70 Français. On est 70 millions de Français. Si chaque Français compense autant que nous ce qu'on fait à travers notre activité, donc c'est-à-dire que pas que dans le milieu du matériau de construction, ça peut être le cas dans la finance, ça peut être le cas dans les déchets verts, en fait, ça en représente au final que 1,5% de la population. Donc ça fait pas finalement tant de gens en fait que ça. Donc il reste quand même pas mal de choses à faire, mais il y a quand même beaucoup de leviers pour transformer justement cette transition énergétique et environnementale. Voilà, merci. Ouais. Vous avez assez de demandes ou c'est des trucs qui intéressent pas grand monde Alors, en fait, on a plus de problèmes à sourcer qu'à fournir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le milieu du bâtiment et notamment des foncières et des promoteurs immobiliers doit se verdir en permanence. Donc clairement, nous, on leur fait leur marketing environnemental en faisant ça. Et il faut en profiter quelque part, puis ça permet de faire des bonnes actions également. Donc eux sont en demande parce qu'il y a un certain nombre de normes et de labels qui leur permet, il ne faut pas se mentir, de se différencier de leurs concurrents. Notamment, il y a le label E+C-, donc énergie positive, carbone moins, qui est la préfiguration de la prochaine réglementation thermique qui permet justement de limiter votre quantité de carbone dans le bâtiment si vous faites des matériaux de réemploi. Et également donc, le label BBCA, donc bâtiment bas carbone, où vous pouvez intégrer également le réemploi. Voilà.